Souleymane Niang. La Cour suprême avait jusque ce jeudi 7 mai pour se prononcer sur la requête en référé liberté du collectif pour le rapatriement des corps des Sénégalais décédés du Covid-19 à l'étranger. Les avocats du dit collectif avaient en effet saisi la haute juridiction il y a 48 heures pour contester la décision administrative d'interdiction du retour des dépouilles. L'audience est prévue pour démarrer à 12 heures. Nous serons peut-être en mesure de vous livrer la décision de la Cour suprême avant la fin de cette édition. En attendant, parlons de cette procédure d'urgence utilisée par le collectif pour le rapatriement des corps des Sénégalais décédés du Covid-19 à l'étranger. Le référé en liberté est une procédure d'urgence pour faire annuler une décision administrative. Il est rarement utilisé, même si cette procédure existe depuis longtemps. Explication Binta Diallo. Une requête en référé liberté est une procédure d'urgence. La loi sur la Cour suprême réformée stipule en son article 85 que le juge des référés peut ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Maître Baba Diop. Une association reconnue par la loi, donc qui a la capacité d'agir en justice, saisit la juridiction administrative aux fins d'obtenir le prononcé de mesures en référé liberté, c'est-à-dire donc en urgence, donc de prononcer des mesures qui s'imposent. La requête en référé liberté, c'est une procédure qui certes n'est pas récurrente, mais qui doit permettre à toute association reconnue par la loi de saisir le juge face à l'inaction des pouvoirs publics dans une situation d'atteinte des libertés. En cas de requête en référé liberté, le juge a 48 heures après saisine pour délibérer sur l'urgence. Maître Demba Siré Batilé expliquant. On l'a institué pour suppléer à cette carence dans le recours immédiat et, si vous voulez, ce délai, et donc c'est un recours qui est ouvert et qui est une voie de sauvegarde des droits fondamentaux qui permet dans un délai court donc d'obtenir une décision contre une mesure administrative. Plusieurs fois, ce recours a été introduit auprès de cette haute juridiction. En dernier en date, la loi sur le parrainage, recours qui avait été rejeté. Binta Diallo. En dehors de la procédure contentieuse du collectif, l'ONG Horizon Sans Frontières a introduit une procédure au niveau du médiateur de la République aux fins de trouver une solution. Une rencontre entre les responsables de l'organisation et le médiateur de la République a lieu au moment même où nous parlons. Peu avant, nous avons joint l'avocat et conseil de l'ONG Horizon Sans Frontières, maître Chertidiane Dabo, interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. C'est un problème qui est humainement lourd. C'est vrai, juridiquement problématique parce que, vous savez, nous estimons que saisir les juridictions dans une procédure pareille est assez problématique. Ce qui s'impose aujourd'hui, au regard de la situation des uns et des autres, parce qu'il faut pas oublier une chose, que s'il y a deux logiques qui s'affrontent, comme je le dis, la logique de l'État qui dit défendre le principe de précaution et la logique des personnes qui sont victimes du Covid-19, c'est-à-dire les Sénégalais qui sont dans le collectif et qui sont pour le rapatriement justement des décédés du Covid-19, par le simple fait que c'est des nationaux et qu'un État ne puisse pas effectivement interdire à ces nationaux de regagner le territoire s'ils en estiment effectivement le désir et la volonté. Donc, le médiateur de la République, moi j'aurais aimé qu'il se saisisse de cette affaire. C'est pour justement essayer d'établir un dialogue entre le collectif de ces Sénégalais-là et l'État. Le médiateur, à notre avis, qui peut éventuellement essayer de bousculer un tout petit peu les positions pour que les uns et les autres puissent se discuter. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Parlons maintenant des aspects épidémiologiques du Covid-19 avec le point du jour sur l'évolution de l'épidémie entre hier et aujourd'hui. Sur 1027 tests effectués, 59 sont revenus positifs, dont 51 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et 8 cas de contamination communautaire, notamment à Pikine, aux Parcelles Assainies, à Grand Yoff, au Mariste, à Rufisque, à Yeumbeul et à Touba. Justement, le département de Diourbel qui a enregistré aujourd'hui son premier cas de coronavirus. Il s'agit d'un enfant de 3 ans contaminé par son père qui est agent de santé à Touba. Babacar Diouf.
Le cas habite Diourbel, la commune, précisément le quartier Ndayan. Il est âgé de 3 ans. C'est son père qui lui a transmis le virus. Le pater est agent de santé dans une structure sanitaire à Touba. C'est le week-end dernier qu'il avait décidé de passer son repos dominical avec sa petite famille composée de 5 personnes. Selon des informations concordantes, c'est sur la route de Diourbel qu'il a été informé de la présence du virus à la structure sanitaire où il officie. Malgré tout, l'agent a poursuivi son chemin. Après un week-end passé en famille, il est retourné à Touba. Les tests qui lui ont été faits sont revenus positifs. Informés, les autorités administratives du département de Diourbel ont retracé son parcours. Les 5 membres de sa famille, dont sa femme et son enfant, ont été confinés dans un hôtel à Mbacké. Les résultats des prélèvements sur ces cas contacts ont révélé la présence du Covid-19 dans le corps de cet enfant de 3 ans. Sa mère et les autres membres de la famille attendent la fin de la période d'incubation pour être édifiés sur leur sort. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Le médecin-chef du district sanitaire de Diourbel annonce les dispositions prises après ce premier cas dans le département de Diourbel. Il indique que 7 autres prélèvements ont été effectués sur les membres de la famille du patient. Le docteur Moussa Ndiaye est au micro de Babacar Diouf. Les mesures concernant le cas lui-même, parce que, comme je l'ai dit, c'est une fille qui vivait en famille. Donc c'est toute la famille qui a été prélevée, ça c'est un. Deuxièmement, vu que c'était des contacts à haut risque, qu'ils étaient en contact très étroit avec le cas qui venait de Touba, on les a mis en quarantaine. Donc à l'heure où je vous parle, depuis hier d'ailleurs, toute la famille a été transférée à Mbacké pour les mettre en quarantaine, pour éviter qu'il y ait d'autres contacts. On a également, dans le cadre de l'investigation, identifié les autres personnes qui seraient en contact avec le cas en question, et toutes ces personnes-là ont été prélevées et des mesures seront prises pour que ces personnes-là n'aient pas des contacts. Autre fait marquant du bilan du jour, le nombre élevé de malades guéris. Entre lundi et aujourd'hui, le Sénégal a enregistré 190 guérisons, dont 69 ce jeudi, un record depuis le début de l'épidémie au Sénégal, mais rien de surprenant. La vague de contamination et d'hospitalisation entraîne cette vague de guérison. Vous entendrez les explications plus détaillées d'Anna Rocha lors de nos prochaines éditions. S'agissant maintenant de la prise en charge extra-hospitalière, nous en savons un peu plus sur les critères de sélection des malades qui seront pris en charge en dehors des structures hospitalières. La prise en charge extra-hospitalière a débuté hier. Plus de détails avec le docteur Marie-Khémès Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé. La prise en charge extra-hospitalière a commencé et concerne toute personne testée positive au Covid-19, âgée de moins de 50 ans, ne souffrant d'aucune autre maladie chronique et ne présentant aucun signe de suspicion de la maladie à coronavirus. Cette prise en charge extra-hospitalière est assurée par un personnel médical et se déroule dans une structure d'hébergement aménagée à cet effet. Toute personne ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus est prise en charge dans les structures de santé dédiées. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Pas de cas de coronavirus à Matam, mais les suspects mis en quarantaine se sont rebellés et ont décidé de quitter les sites de confinement suite à une décision de l'autorité administrative. Explications et détails dans cette correspondance d'Ali Bandelnian. La mesure a fini de créer la panique chez les populations de Matam. Les compatriotes qui, pour la plupart, avaient bravé l'interdiction de circuler de région à région, étaient mis en quarantaine dans un hôtel à Ourossogui. Seulement, selon des informations, l'autorité a décidé de leur libération. Un danger énorme qui risque de propager le virus. Pour Abdoulaye Sy, il est le premier adjoint au maire de Ourossogui. Pour moi, c'est plus que catastrophique. Depuis plus de 2 mois, on est en train de travailler. Tout le monde a vu le travail extraordinaire que vous avez abattu. D'un seul coup, on nous informe que voilà, il y a plus de quarantaine à Ourossogui. Alors là, moi, j'étais plus que dessus. J'ai pas compris du tout le pourquoi. On n'a pas d'explication. J'ai essayé d'avoir tout le monde, le gouverneur, le préfet. Tout le monde se renvoie la balle. En conclusion, on m'a fait comprendre que c'est le gouverneur qui a pris cette initiative. Les gens qui sont en quarantaine, il y a une raison. Le dernier cas qui était en quarantaine date du
4 mai, pardon. Donc si on me fait comprendre que tout le monde est dehors, pour moi, quelles sont les raisons qui nous ont poussé à... Ça, c'est la peur au ventre que tout le monde en a. La décision est au cœur de l'actualité en ce moment dans la région. Seulement, même s'il est encore impossible de recueillir la réaction de l'autorité, force est de constater que la région a depuis le début de la pandémie compté sur un dispositif performant qui aurait beaucoup contribué à barrer la route au Covid-19. Matam, Ali Bandelian, RFM. Plus précisément, il s'agit de la réaction des Matamois à la suite de la fermeture du site de confinement des suspects. Donc, une réaction de peur suite à cette décision dans ce reportage d'Ali Bandelian. RFM, partout, tout le temps. La prise en charge des enfants de la rue, leur retrait en cette période de Covid-19, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants avoue l'échec du programme. L'État invite donc les autorités administratives à prendre leurs responsabilités dans le cadre d'un nouveau dispositif d'urgence de prise en charge de ces enfants. Explication, Mohamed Ali Mouba. L'aveu est de taille. Le retrait des enfants de la rue en échec. Les services du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection sociale ne mâchent pas leurs mots, pour le dire. Mamgor Diouf, le secrétaire général du dit ministère. Au regard de cette situation, les résultats provisoires déjà obtenus sont bien en deçà des objectifs. Des enfants continuent à errer et à mendier dans les artères, les marchés, les espaces publics, sans aucune protection véritable. Aujourd'hui, une 50aine d'enfants sont atteints par la maladie. Résultat en deçà des attentes, le ministère l'explique par des stratégies de sabotage d'acteurs qui n'ont pas intérêt au retrait des enfants de la rue. Des stratégies de pseudo-confinement des enfants sont déclarées sans le respect des exigences de santé et de sécurité des enfants, outre les difficultés liées à leur nourriture et entretien. Et manifestement, les adultes qui entretiennent ces situations semblent afficher une totale insensibilité à la souffrance des enfants dans le contexte de la crise sanitaire. Décidé apparemment cette fois à protéger les petits dans un contexte de crise du Covid-19, le ministère invite l'État à prendre ses responsabilités. C'est au regard de cette situation qui ne peut et ne doit point perdurer, au risque d'exposer ces enfants à la maladie, que je lance officiellement le dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile. Ce dispositif a pour objectif de garantir la protection sécuritaire et sanitaire des enfants en situation de risque dans le contexte du Covid-19 et au-delà. Bien avant le début de la crise du coronavirus, l'État avait commencé à mettre en œuvre un programme de retrait des enfants de la rue. Le Covid-19 n'a fait que renforcer ce programme, mais apparemment là aussi avec des résultats très mitigés. L'exposition des enfants de la rue au Covid-19 évoquée hier par la députée Awa Gueye, responsable politique à Kaolack, c'était lors d'une cérémonie de remise d'une aide. Elle a à cette occasion également appelé les comités de ciblage et de distribution à la transparence la plus totale. Ibrahima Diamé. La circulation des talibés demeure une réalité dans les rues de la commune de Kaolack. Les gamins sont toujours exposés à la pandémie en dépit des nombreuses annonces de solutions émises par les autorités locales. L'honorable député Awa Gueye, présidente de la commission santé de l'Assemblée nationale, semble beaucoup se soucier de la santé de ses enfants, mais non sans annoncer une solution probable. Effectivement, les talibés sont trop exposés à la pandémie et c'est pourquoi nous collaborons avec le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, qui est en train de fournir de gros efforts pour le retrait de ces enfants de la rue, mais aussi pour la protection de ces enfants contre le coronavirus. Et dans ce sens, l'honorable députée responsable politique au quartier Gawan de Kaolack est également soucieuse de la situation difficile que vivent les populations affectées par la pandémie. C'est pourquoi elle exige la transparence dans la distribution de cette aide annoncée par le gouvernement et qui leur est destinée. En tant que député, je voudrais en fait interpeller ceux qui ont en charge la distribution de ces denrées-là
pour que les choses se fassent de la manière la plus transparente possible, parce que telle a été la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans la foulée, elle a mis la main à la poche pour apporter sa contribution dans cette aide alimentaire. Des sacs de riz, du sucre, entre autres denrées ont été remises par la responsable politique, sans compter le lot de masques qu'elle a apporté aux populations de son quartier. Ibrahim Djamé Kaulak, Radio Futur Média. Justement, à propos de la distribution de denrées, le directeur du commissariat à la sécurité alimentaire réagit suite aux manquements relevés par les populations de Guinaw-Rail Sud lors de la visite du comité de suivi du Fonds Force Covid-19. Il s'agit d'erreurs sur le RNU, le registre national unique, qui sert de base pour le choix des bénéficiaires de l'aide alimentaire d'urgence. Ibrahima Diaw rejette de telles allégations et apporte des précisions. Nous l'écoutons au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. La base de données du RNU est réalisée en rapport avec la direction générale de l'Agence nationale de la démographie et de la statistique. Donc cette base de données est déjà stabilisée. Donc à partir de ce moment-là, il ne peut pas y avoir d'erreur parce que c'est une base de données qui fonctionne correctement depuis des années. Ce sont les bénéficiaires des bourses familiales et de la carte d'égalité des chances. Maintenant, à partir de ce nombre-là, du registre national unique qui est stabilisé depuis des années et qui fonctionne correctement depuis très longtemps, à ce nombre-là s'ajoutent d'autres bénéficiaires qui sont impactés maintenant par le Covid, jusqu'à concurrence de 1 million conformément maintenant aux directives de son Excellence le Président Macky Sall. C'est des comités qui sont mis en place par les autorités administratives qui vont cibler ce delta-là. Donc, c'est à partir de ce niveau-là, il peut y avoir peut-être des problèmes de ciblage et autres là, mais il n'y a aucune responsabilité parce que donc quand j'entends parler d'erreur d'omission, c'est pas possible. Peut-être ce sont au niveau des comités qui sont mis en place, je rappelle très bien, ce sont les comités qui sont mis en place par les autorités administratives qui ciblent cette différence de delta-là. Donc il y a deux parties. Le RNU fonctionne depuis combien d'années? Depuis que son Excellence est arrivé au pouvoir, les bourses, la mise en place de la délégation générale. Mais ce système fonctionne à la grande satisfaction des populations et des autorités. Il n'y a jamais eu de problème. Et puis, autre aspect de la lutte contre le Covid-19, une vaste opération de désinfection des véhicules de transport urbain a été lancée à Touba ce matin. Une opération qui va durer 2 semaines. Les initiateurs mettent en garde les chauffeurs récalcitrants. Marema Diop. Désormais, les voitures de transport urbain vont passer systématiquement devant ce système de désinfection. C'est de cette manière que SIFA Protection entend jouer sa partition dans la lutte contre le Covid-19. Fallou Diakhaté, président de l'association. Nous sommes engagés pour lutter contre le Covid-19 en collaboration avec Espace Hygiène, avec l'autorisation du préfet. Nous avons procédé à une série de 400 véhicules par journée. L'opération va démarrer aujourd'hui jusqu'à 15 jours. Tous les jours, les véhicules transportés seront désinfectés régulièrement. L'opération a démarré par les véhicules communément appelés Mbaké Touba. Modou Cissé, chauffeur, se réjouit. C'est vraiment génial. En plus, ça ne dure pas beaucoup de temps. J'apprécie l'initiative. Selon le président de l'association SIFA Protection, cette opération est obligatoire. Chaque voiture désinfectée, on enregistre le numéro de matricule, le nom du chauffeur et son numéro de téléphone. En retour, il bénéficie d'un reçu qu'il va devoir présenter aux policiers s'il est arrêté. Nous travaillons avec les commissariats urbains. Durant les 15 prochains jours, les chauffeurs seront contrôlés. Gratuit pour le lancement, les chauffeurs devront après mettre la main à la poche pour débourser la somme de 750 francs CFA. Marema Diop, Touba, RFM. Et puis cette recrudescence des cambriolages à la faveur du couvre-feu et de l'état d'urgence. Les cambriolages dans la commune de Ziguinchor, par exemple, se poursuivent de plus belle. Cette nuit, c'est une supérette située en plein centre-ville qui a été visitée par les malfaiteurs. Des marchandises ont été emportées, mais le coffre-fort, lui, est resté indemne. C'est la énième casse opérée par une bande de malfaiteurs en l'espace de quelques jours seulement à Ziguinchor. Lamine Ba.
Le décompte des casses de boutiques et de magasins de stockage est devenu quasi quotidien dans l'espace communal de Ziguinchor. Cette nuit encore, la bande de malfaiteurs qui écume les commerces a frappé dans une supérette située en plein centre-ville de Ziguinchor. C'est le même modus operandi qui est utilisé dans les autres boutiques cambriolées ces derniers temps, qu'on a aussi noté au niveau de la supérette très fréquentée de la capitale du Sud. Les malfaiteurs commencent toujours par perforer le toit des bâtiments cibles avant de redescendre à l'intérieur pour commettre leur forfait. Mais contrairement à ce que l'on a connu jusqu'ici dans les précédentes casses, les malfaiteurs qui n'ont pas réussi à ouvrir le coffre-fort n'ont emporté que des marchandises à la valeur non encore évaluée par le gérant de la supérette cambriolée. Le commissaire central de Ziguinchor, Adramé Sarr, et ses hommes étaient sur les lieux du cambriolage ce matin pour entendre le personnel. Une enquête est ouverte pour tracer les auteurs des actes de cambriolage. C'est le énième cambriolage dans la commune de Ziguinchor. En l'espace de quelques jours, les populations réclament plus de sécurité en ce contexte de couvre-feu. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Youssouf Bodian, rebonjour. Rebonjour Souleymane. La Mauritanie allège ses mesures d'urgence sanitaire. L'heure du couvre-feu passe de 21h à 23h à 6h du matin. Le pays n'a pas enregistré de nouveaux cas positifs depuis une dizaine de jours. C'est donc le début d'un allègement progressif de l'état d'urgence. Les nouvelles mesures sont annoncées par le secrétaire général du gouvernement mauritanien, Djibril Nia, qui a fait face à la presse. Il est au micro de Mohamed Diop, notre correspondant à Nouakchott. Il est permis d'effectuer la prière du vendredi dans les mosquées, mais avec le respect des mesures barrières, port de masque, lavage des mains avant d'entrer, ainsi que la distanciation sociale. Également le retrait des tapis et leur pulvérisation après chaque prière. En deuxième lieu, la réouverture des marchés et la reprise de toute activité économique. Troisièmement, permettre aux restaurants de faire la livraison à domicile, mais manger sur place reste interdit, quel que soit le motif. Et quatrièmement, le début du couvre-feu est repoussé de 21h à 23h, pour finir toujours à 6h du matin. Le secrétaire général du gouvernement mauritanien, la Mauritanie qui a enregistré 8 cas positifs du coronavirus, un décès, 6 guérisons et une patiente en traitement. Au Kenya, près de 200 personnes ont péri dans des inondations en l'espace d'un mois. Les pluies torrentielles se sont abattues à l'ouest et dans le centre du pays. 194 personnes sont mortes selon le gouvernement. Les inondations ont déplacé plus de 100 000 personnes et détruit 3 240 hectares de culture. Le ministère de la Santé prévoit d'envoyer dans les camps de déplacés des régions affectées des masques et autres produits d'hygiène. Le Kenya qui est également touché par le coronavirus. 500 cas et 24 décès enregistrés. 30 personnes ont perdu la vie dans des affrontements au Soudan. Des heurts qui ont opposé des membres de 2 communautés dans l'état du Darfour Sud. À l'origine, une histoire de vol de bétail. Le récit de Sodacham. Le gouverneur du Darfour Sud a présenté un rapport détaillé sur la situation dans la province, indiquant que les affrontements entre membres de tribus se sont soldés par la mort de 30 personnes. Ces affrontements ont éclaté mardi soir après un vol de bétail entre des membres de 2 communautés rivales, la tribu arabe Al-Razika et la tribu africaine Al-Falata. Ils se sont déroulés à environ 80 km au sud-est de Niala, la capitale de l'état du Darfour Sud, dans l'ouest du Soudan. 9 personnes ont été tuées dans la nuit, puis 21 personnes lors de nouveaux affrontements mercredi matin. Des militaires étaient déployés dans la région pour mettre fin à ces violences. Les tensions entre tribus arabes et africaines au Darfour remontent à 2003. À cette date, débute un soulèvement d'insurgés de minorités ethniques s'estimant marginalisées contre le régime d'Omar el-Bashir aux mains de la majorité arabe. Omar el-Bashir, qui a dirigé le Soudan d'une main de fer pendant 30 ans, a été renversé en avril 2019 sous la pression d'un mouvement de contestation populaire inédit. En février, les nouvelles autorités chargées d'assurer la transition vers un régime civil ont décidé de remettre l'ex-président Omar el-Bashir à la Cour pénale internationale. Sodacham, le Soudan qui a une frontière avec la Libye où le maréchal Haftar est soutenu par les soldats syriens et mercenaires russes. C'est en tout cas ce qu'affirme un rapport d'experts de l'ONU. Je cite, les Russes membres du groupe Wagner
fournissent un soutien technique pour la réparation des véhicules militaires, participent à des combats et des opérations d'influence. Fin de citation. Les experts de l'ONU affirment aussi avoir la preuve d'un transfert de combattants syriens de Damas vers la Libye. Toutefois, dans le rapport, les experts précisent n'être pas en mesure d'identifier les responsables du recrutement, mais aussi du financement des mercenaires qui combattent aux côtés du maréchal Haftar. Merci Youssouf Bodian, il est 12h27 dans un instant, la suite de cette édition. FM, la radio de toute l'actualité. Coronews, l'actualité du Covid-19 dans le monde avec Sornana Tambaye. La dernière carte établie par l'université Johns Hopkins aux États-Unis fait état de près de 3 770 000 personnes infectées par le Covid-19 dans le monde, avec un total de près de 265 000 morts. Les États-Unis ont enregistré 2000 décès supplémentaires les dernières 24 heures et comptent maintenant plus de 73 000 décès et 1 230 000 contaminés. Malgré tout, la Maison-Blanche évoque depuis quelques jours un déconfinement progressif. Le président Donald Trump a encore comparé la crise sanitaire aux catastrophes vécues par son pays. Il a déclaré, je cite, « C'est pire que Pearl Harbor, c'est pire que le World Trade Center ». La première, une attaque surprise menée par le Japon lors de la Seconde Guerre et qui n'a pourtant fait que 2400 morts. Et la seconde, l'attaque terroriste de 2001 avec 3000 morts environ. Washington s'en est encore pris à la Chine. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a de nouveau affirmé disposer de preuves significatives que le Covid-19 s'est propagé depuis un laboratoire de Wuhan, même s'il reconnaît ne pas avoir de certitude. Avec ses 150 000 morts, l'Europe est le continent le plus touché par la pandémie. En France, le Premier ministre Édouard Philippe doit dévoiler ce jeudi le plan de déconfinement qui doit entrer en vigueur le 11 mai. La France compte à ce jour plus de 25 000 morts du coronavirus. Sur le vieux continent toujours, le Royaume-Uni reste le pays avec le plus grand nombre de décès, environ 30 100, pour plus de 201 100 cas. Là-bas, une étude publiée par la University College London révèle que les personnes noires, asiatiques ou d'autres minorités ethniques ont 2 à 3 fois plus de risques de mourir du coronavirus que la moyenne. L'analyse a été menée à partir des données officielles délivrées par les autorités sanitaires britanniques. Les chercheurs de l'université se sont concentrés sur les patients testés positifs au virus et décédés dans les hôpitaux anglais entre le 1er mars et le 21 avril. Des personnes recensées par le service public de santé britannique. Le Royaume-Uni est suivi de l'Italie avec près de 29 700 morts, l'Espagne avec 26 070 morts et la France vient en 4e position. La Belgique, elle, déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population avec 72 décès pour 100 000 habitants, comparé par exemple à l'Espagne avec 55 morts pour 100 000 habitants. Pour revenir à l'Italie, le match de la Ligue des Champions joué à Milan le 19 février est soupçonné d'avoir accéléré la propagation du Covid-19 dans le pays, selon le journal Le Monde qui a donné la parole à des témoins. L'Allemagne, comme beaucoup de pays d'Europe, a lancé des mesures d'allègement. La Bundesliga, le championnat national, va reprendre le 15 mai, mais en huis clos. Le gouvernement fédéral a par ailleurs prévu avec les régions la réouverture à partir de la semaine prochaine de tous les magasins, y compris ceux de plus de 800 mètres carrés qui restaient encore fermés, et de toutes les écoles également. Restaurants et hôtels vont rouvrir selon les régions à partir de la semaine prochaine. Direction la Mauritanie, avec ses 8 cas confirmés et 1 décès, le pays a annoncé un assouplissement des mesures contre la propagation du coronavirus, avec notamment une réouverture des marchés à partir de ce jeudi et une reprise des prières collectives demain vendredi. Le couvre-feu a été reculé de 2 heures pour s'étendre désormais de 23 heures à 6 heures du matin. Le Sénégal, son voisin, lui enregistre ce 7 mai 59 nouveaux malades du Covid-19 et un 13e décès, un homme âgé de 94 ans. Sur le continent noir, l'Afrique du Sud, 7800 malades et 153 morts, l'Égypte 469 décès pour 7600 contaminés et le Maroc plus de 5400 malades et 183 décès conservent le trio de tête. Selon le site marocain Yabiladi, qui s'appuie sur une source du ministère des Affaires étrangères, plus de Marocains expatriés sont morts à l'étranger que dans le pays. 390 environ. 50 000 cas confirmés de coronavirus ont été annoncés pour près de 2000 personnes décédées sur l'ensemble du continent, selon les derniers chiffres du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine
Des données publiées mardi dernier. RFM reportage. À présent, le reportage Tariq Ramadan du jour qui est consacré aux astuces des femmes pour la rupture du jeûne dans ce contexte de coronavirus. Elles ne font plus de commandes dans les pâtisseries pour avoir de succulents, mais les femmes préfèrent faire parler leur talent de cordon bleu. Reportage Nafissatou Silla. Je fais des pancakes, crêpes salées, sucrées, gâteaux yaourt, des mini-pizzas. Et pourtant, le ramadan passé, elle ne le faisait pas faute de temps. Pour cette année, avec le confinement partiel dû à la crise sanitaire, elle s'est décuplée pour égayer sa table à la rupture du jeûne. Chaque année, on avait l'habitude d'aller dans les pâtisseries et consorts pour acheter et préparer le nouveau. Mais cette année, vraiment, tout est différent avec cette pandémie. Moi, personnellement, je fais tout à la maison, moi-même. Il m'arrive même des fois de recycler les pains pour faire du pain perdu, plus connu sous le nom de mbroufas, comme on a l'habitude de l'appeler. C'est plus économique, il y a beaucoup plus d'hygiène, en plus il y a moins de dépenses. Viennoiserie ou autre mets, Khadifal avait l'habitude de passer des commandes ailleurs, mais cette année, elle a tout bonnement changé de stratégie avec ce virus qui circule. Depuis le début de ce confinement, on cuisine beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on voyait où on était obligé d'aller au resto ou bien d'aller dans les boulangeries pour acheter ça. Maintenant, nous le faisons nous-mêmes. On regarde des tutos sur le net ou bien sur les réseaux sociaux et on commence à les réaliser. Et c'est vraiment avec beaucoup d'avantages. Vraiment, avec ce confinement, on découvre beaucoup de talents cachés, vraiment. Koumbayel est déléguée médicale avec la limitation des déplacements dans ce contexte de coronavirus, mais nous livre quand même ses craintes. D'habitude, après le travail, je passe souvent à la boulangerie, donc acheter quelque chose. Mais franchement, avec cette pandémie, j'ai plus confiance. Donc, je préfère rester à la maison et cuisiner avec les enfants. Et puisqu'ils ne vont même pas à l'école, donc souvent, je fais du thon, donc pain thon, ou bien faire des crêpes salées. Pendant le ramadan, tout le monde sait que les femmes sont là pour assurer la rupture du jeûne. Mais cette année, avec le coronavirus, elles sont obligées de se plier en quatre pour faire davantage plaisir à leur famille. RFM, la presse du jour. La revue de presse de ce jeudi 7 mai 2020, signée Mohamed Ali Mouba. Bonjour. La liste des morts du Covid s'allonge au Sénégal. 13e victime hier confirmée par les services de Diouf Sarr, le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Si le dernier mort a plus de 94 ans, le 12e est bien plus jeune. Il parcourait la trentaine avant d'être fauché en si bel âge. 37 ans, pas plus. Et ce mort intéresse tout particulièrement le journal Le Témoin qui parle d'exception. C'est parce que c'est la première fois qu'un patient âgé de moins de 50 ans succombe à la pandémie dans notre pays. À toutes les autres victimes appartenaient jusque-là au troisième âge, que comprendre. Vox Populi apporte un bémol toutefois. Le jeune Éric Agbo souffrait de beaucoup de comorbidités, cerné de toutes parts par le diabète, l'asthme ou encore l'hypertension pour ne citer que cela. Car comme le relève le confrère, Éric a passé une semaine en réanimation à l'hôpital principal de Dakar. Le jeune webmaster habité Rebeuss a été très engagé dans la sensibilisation contre le coronavirus. Le journal LAS tire la conclusion selon laquelle le virus se fait de plus en plus menaçant. La barre des 100 cas jours franchie. Dakar mène le peloton avec 74 cas, Vélingara 17 avec l'équation des cas communautaires à Médina Gounass. Le terreau fertile. Le Témoin remarque dans cette cité religieuse, malgré la présence du virus, les populations font comme si de rien n'était. En violation flagrante du couvre-feu, les 5 prières quotidiennes, mais aussi la grande prière du vendredi sont effectuées à Médina Gounass, une cité où les lieux de culte refusent du monde, alors pourtant que des rassemblements sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. Malgré le cantonnement stratégique des 2 escadrons de la gendarmerie aux portes de la ville, les populations se sont encore promenées hier soir au clair de lune. Les autorités tardent à donner le feu vert pour l'intervention, semble regretter le confrère plein d'entrain et pour la mettre dure, vous l'aurez compris. Pour le journal Le Quotidien, il y a de quoi s'inquiéter. Le virus a fini de mettre le turbo. Ce n'est pas Asseyou qui va se hasarder à dire le contraire, car comme le constate le confrère, là-bas aussi les cas communautaires flambent. Mankanoba vers le confinement total. Pendant ce temps, l'observateur donne la parole à ceux qui ont rendu sa couronne au virus.
Parole de miraculé, Ibrahima, 42 ans, affirme « Je suis tombé sur le chemin de l'hôpital. J'ai cru que c'était venu l'heure du grand départ. » Yabanyai, 50 ans, je me demande encore comment j'ai pu surmonter l'épreuve. Quand ma maman a su que j'avais chopé le virus, elle a fait un malaise croyant que j'en avais fini avec la vie, confesse de son côté Fallou, en trentenaire. Alors, comment dissiper le malheur qui nous poursuit? L'éclaircie viendrait-elle de l'artémisia? Professeur Daouda Ndiaye et son équipe ont fini d'en valider le protocole de recherche. Ce scientifique qui s'est entretenu avec le soleil explique toutefois qu'il n'y a pas lieu de faire n'importe quoi. Du produit, il faut encadrer avant de l'administrer aux populations. La balle est désormais dans le camp du ministère de tutelle qui doit valider et finaliser le protocole de recherche en moins de 2 semaines. En voilà un ou des malades dont le ballon est dans leur camp et qui s'abstiennent de le jouer. Diabétique, hypertendu, insuffisant rénal, porté disparu. Le journal Enquête remarque que c'est la désertion. Il rechigne à fréquenter les hôpitaux sauf cas d'obligation. La conséquence, les structures sanitaires frappées net au portefeuille. Baisse substantielle de recettes journalières, menace sur les salaires. La planification familiale, le programme élargi de vaccination, des programmes en souffrance. Général François Ndiaye, un galon à moins à Guinaouraï Sud, parti pour constater l'état d'avancement de la distribution de l'aide alimentaire. Le président du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 s'est vu étaler les failles de son dispositif entre omissions, doublons, manquements, incohérences. Notre général a vu de toutes les couleurs, constate l'AS. L'observateur rebondit pour parler d'impossible partage des 1000 milliards de francs CFA de Macky Sall. Patronat, presse, culture, hôtellerie, transport, enseignement, ça râle de partout. L'eau à la bouche, conséquence, on s'achète, division et querelle. Nous reparlons de la folle histoire de Ménin Chatouba, un drame. La femme qui avait ébouillanté son époux à l'huile, source en reparle. La prévenue dit que son époux avait verrouillé la porte de la maison, retiré la clé et avait menacé de la tuer. J'ai profité, dit-elle, du moment où mon époux priait pour lui verser le gnouk, huile, eau et autres condiments bouillis dans la marmite, mais je voulais tout simplement échapper à la mort. Fin de citation. À lire le PV de police dans le journal Sousa. Et puis sport, à la une du Stade quotidien, légende de la tanière, 7 mai 2012, 7 mai 2020. Bokandé a jamais dans les cœurs. Voilà, 8 ans que Bokandé a été arraché à notre affection, relève le journal Record. Bok toujours dans les cœurs dans Sululamb, Ama Baldé le plus riche de la saison 2019-2020. Le journal constate qu'il a encaissé 25 millions sans combattre. Il dame le pion à Modlo, Gris, Bala, Boignan 2. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h40, bienvenue à Point de vue. Nous débattons du dispositif spécial de protection des enfants en situation difficile et exposés aux risques sanitaires Covid-19 avec les mesures d'urgence annoncées ce matin par le ministère en charge de l'enfance. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Nyokhobay Diouf, directeur de la protection des droits de l'enfant au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfance. M. Diouf, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec M. Mamadou Won, dit Mao, coordonnateur de la plateforme pour la promotion des droits humains. M. Won, bonjour. Bonjour. D'abord, Nyokhobay Diouf, nous avons entendu tout à l'heure la série de 4 mesures. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais au-delà du discours, on sait que le contexte a changé de la normalité, disons, à cette situation de pandémie du Covid-19. Dans la gestion des enfants de la rue et dans l'opération qui avait été lancée de retrait de ces enfants, qu'est-ce qui va changer pratiquement, concrètement? Bon, ce qui va changer, nous sommes déjà dans l'action, parce que depuis le début de la pandémie, Madame le ministre Ndeye Diop-Dieng avait lancé le projet de protection d'urgence avec l'objectif 0 enfant dans la rue. Et à ce titre, nous avions identifié 3 axes majeurs, notamment l'aménagement et l'équipement des centres d'accueil et de prise en charge des enfants retirés de la rue, qui sont exposés à des risques sanitaires ou sécuritaires. On avait commencé à stabiliser un plan de communication autour des enjeux de protection d'urgence des enfants, mais surtout la mise en place d'un système de promotion et d'appui au retrait
volontaire des enfants. Cela veut dire que nous encourageons dans un premier temps le retour volontaire des Dara et nous avons déjà commencé à acheminer vers leur localité d'origine. Mais vous avez constaté vous-même que le nombre d'enfants retirés était en deçà des objectifs que vous vous étiez fixés. Mais tout à fait, nous sommes dans une démarche progressive. Nous avons déjà retiré 2015 enfants âgés de 4 à 17 ans et 1219 sont retournés en famille. Maintenant, compte tenu des mesures barrières et des recommandations du ministère de la Santé, vous devinez aisément que c'est une tâche qui ne doit pas se faire très rapidement. Donc, il y a des conditions qu'il faudra respecter. Nous avons une capacité aujourd'hui de près de 1500 places liées entre Dakar et Thiès. Et à ce jour, pratiquement, l'ensemble des centres ont été occupés par les enfants et nous commençons progressivement à les retourner en famille après un délai de confinement de 14 jours. Donc cela suppose une durée d'attente, le temps également que nous procédons à la sensibilisation pour le retour volontaire et aussi à l'identification des Dara qui ne présentent pas toutes les conditions requises pour un confinement. Et ce sont ces Dara aussi qui font l'objet d'un délogement. Et donc c'est tout un processus que nous sommes en train de gérer dans le contexte de cette crise-là et qui nous amène à beaucoup plus de prudence quand même que de verser dans la précipitation. Mais dans les changements que vous avez apportés, est-ce que c'est un transfert de responsabilité aux autorités administratives puisque vous leur demandez de prendre leurs responsabilités sans délai pour le retrait, la mise à l'abri et la prise en charge de ces enfants, le secours, le sauvetage, l'organisation du retour et le signalement de tous les enfants de nationalité étrangère? Est-ce que ce n'est pas un simple transfert de responsabilité? Non, cela a toujours été ainsi. Vous savez, nous sommes dans le cadre d'une stratégie nationale de protection de l'enfant qui a un mécanisme de coordination articulé autour des comités départementaux de protection de l'enfant qui sont présidés par les préfets des départements. Et même les maires des villes sont les vice-présidents de ces comités départementaux de protection de l'enfant. Ça veut dire que c'est des cadres de coordination, d'orientation, de planification et de mise en œuvre des actions et qui fédère l'ensemble des acteurs départementaux. Ces cadres sont déclinés jusqu'au niveau village avec des comités villageois, des comités de quartier, des comités communaux de protection de l'enfant. Je voudrais introduire quand même Mamadou Wan à cette étape de notre discussion. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour la suite, mais je voudrais recueillir la première réaction de Mamadou Wan, dit Mao, sur les mesures qui ont été annoncées ce matin par le ministère de tutelle, en faveur des enfants en situation difficile, je dirais même en errance, surtout dans ce contexte de Covid-19. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction? Oui, je salue d'abord la prise de mesures autour de 4 axes stratégiques qui sont, à mon avis, des axes très importants. Comme vous dites, on n'est plus dans les normalités sociales. Toutes les conventions sociales, les normes sociales ont été... Et les peurs aussi, les peurs qu'il y avait avant. Oui, absolument, absolument. Donc nous, la société civile, les acteurs de la société civile pour la protection de l'enfant, dès l'entame de la pandémie au Sénégal, nous avions adressé une sorte de manifeste et qui recoupe aujourd'hui ce que le gouvernement a pris comme mesure. Et je pense qu'il est extrêmement important. Il faut que les Sénégalais sachent qu'on n'est plus dans la normalité sociale. Et la première mesure à faire, c'était de protéger les enfants. Partout dans le monde, les premiers indicateurs de protection, c'était les enfants dans les écoles. Et quand on dit les écoles, c'est-à-dire dans le sens inclusif, c'est-à-dire l'école publique, ici les Dara et tout cela. Alors, donc pour moi, il y avait une urgence véritablement de sauver. Je parle de sauver, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de sauver des vies. Et donc, il fallait que cette population, ce segment de nos populations délaissées, exclues dans les situations de normalité, on a besoin d'eux que pour s'en servir, tu vois, s'en servir dans la mesure où ces enfants sont dans la rue, pas parce qu'ils doivent apprendre le Coran ou doivent apprendre autre chose, ils sont dans la rue parce qu'on les oblige d'être dans la rue, de rapporter quotidiennement de l'argent, ce n'est rien d'autre que de l'exploitation. Mais dans les situations de normalité,
il y a toute une fumée qui était derrière, qui masquait ça sous des prétextes religieux, d'éducation religieuse. Or, il n'y a pas d'éducation religieuse par rapport à ces enfants. Le gouvernement devait prendre ces mesures. Et je salue ces mesures. Et aujourd'hui, la problématique de la pandémie, ce n'est pas seulement donner à manger, vêtir, etc. C'est une bonne chose, nous l'approuvons, mais on est dans un choc émotionnel mondial. Est-ce que vous diriez que la pandémie du Covid est finalement une opportunité justement pour accélérer et mettre en œuvre des mesures courageuses qu'on avait du mal à mettre en œuvre dans le contexte des normalités sociales, comme vous les appelez? Mais quelque part, c'est une opportunité. C'est comme, par exemple, généralement, aujourd'hui, c'est une opportunité pour qu'on revoie tous nos comportements déviants collectivement. Par exemple, aujourd'hui, c'est très clair, notre façon aujourd'hui de gérer notre mobilité dans les transports, toute la question de l'indiscipline collective des Sénégalais, etc., c'est à revoir. C'est dans ce sens aussi qu'il faut revoir. Aujourd'hui, on parle, les gens parlent de moi, je ne suis pas dans ce débat sémantique, distanciation physique ou sociale, mais il y a véritablement distanciation sociale. On ne donne plus la main, alors que c'était une norme universellement connue de donner la main. Alors, donc, on est, justement, je termine sur cette question, allez-y. On est dans une sorte de révolution comportementale, de révision totale des comportements. Alors, dans ce registre-là, on ne peut pas, la société sénégalaise ne peut pas rester dans cette situation de non-assistance aux enfants. Quotidiennement, on le voyait. Donc, pour moi, c'est une opportunité, comme vous dites, qui montre que ces enfants, leur place, c'est dans les foyers, leur place, c'est dans la famille. Et j'insiste beaucoup et je salue cette approche. Très bien. Parce que pour nous, Africains, la famille est très importante. On vous a bien compris, M. Wan. Je reviendrai à vous pour la toute dernière question en quelques secondes. Mais avant cela, M. Nyorobaye Diouf, vous évoquiez tout à l'heure le fait que les centres d'accueil provisoires avant le replacement des enfants dans leur famille d'origine étaient une sorte de goulot d'étranglement. Dans le même temps, le ministère semblait dénoncer ce matin les stratégies de pseudo-confinement. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair là-dessus? Qui sont les auteurs de ces stratégies de pseudo-confinement? Est-ce que vous appelez pseudo-confinement? Comment vous allez régler le problème, justement? Voilà, comme vous le savez, Monsieur le Président de la République, à travers les mesures sauvegarde, avait demandé la fermeture de tous les établissements qui recevaient des enfants. La fermeture des universités, des écoles, y compris aussi des daras et des franco-arabes. En tout cas, tout le système qui reçoit des enfants en situation d'apprentissage. Mais il s'est avéré que des acteurs, sous le prétexte qu'ils ne veulent pas rendre les enfants à leurs parents, disent se conformer aux prescriptions du ministère de la Santé, en expliquant qu'ils sont en train de confiner les enfants parce que c'est ça en tout cas la consigne. Mais en réalité, ce n'est pas un confinement. Parce qu'un confinement d'enfants dans des conditions précaires, avec un surpeuplement dans des chambres et des normes de sécurité qui ne sont pas adaptés, nous pensons que, véritablement, nous faisons face à un pseudo-confinement. Donc, le confinement, ça ne veut pas dire rester comme ça chez soi, ne pas sortir, mais ça veut dire respecter aussi les mesures barrières qui s'imposent aujourd'hui à la situation et au contexte. Et beaucoup de mères coraniques se cachent derrière Et on a vu effectivement des daras dits modernes ou des écoles coraniques où des enfants étaient prétendument confinés et ces enfants ont été libérés et renvoyés à leur famille il y a quelques jours. Désolé, vraiment, le temps qui nous était imparti est arrivé à terme. Je suis obligé de rendre l'antenne. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. À 12h51, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter. À 13h, retrouvez Malal Diagne Junior pour la grande édition de la mi-journée en Wolof. Tout de suite, Allô Présidence, excellente suite des programmes. Au revoir.